Epstein, Jeffrey Epstein, Donald Trump qui change son fusil d'épaule puis qui finalement demande aux républicains, après la pression des dernières semaines, de rendre publics les documents du département de la justice. Enfin, on va avoir les dossiers sur Epstein. C'est pas encore acquis que nous les aurons demain matin, mais on les aura peut-être un jour. Il a arraché la victoire des mâchoires de la défaite. Voilà ce qu'il a fait. Il s'est rallié à l'évidence et il a transformé une humiliante défaite en quelque chose qui ressemble à une tiède victoire pour lui. Quand il a compris qu'il était impossible d'arrêter le rouleau compresseur de la volonté des législateurs à la Chambre des représentants, il s'est dit, tiens, je devrais dire qu'il est temps qu'on rende accessible tous les documents. Il s'est battu bec et ongle encore la semaine dernière. Parce qu'il faut voir qu'il y a des étapes, il y a une procédure. La première, c'est un processus de pétition. C'est technique, mais important, où avec une simple majorité à la Chambre des représentants, on peut forcer, même si le patron de la majorité, dans ce cas-ci, M. Johnson, ne veut pas mettre un projet de loi au vote, soumettre au vote un projet de loi. Mike Johnson ne voulait pas s'opposer à la volonté de Donald Trump, ne voulait surtout pas qu'on prenne une décision sur cette contrainte qui sera faite au département de la justice de rendre public tout ce qu'ils ont entre les mains sur l'affaire Epstein. Donc, il n'y avait pas de majorité démocrate, et c'est les démocrates qui poussent, mais, on s'en parlait la semaine passée, 4 républicains, dont Marjorie Taylor Greene, qui étaient favorables à aller jusqu'au bout. Et là, ce qu'on savait derrière, c'est que plein de républicains à la Chambre auraient voté pour cette loi, une fois que le principe était acquis. Fait que plutôt que de se retrouver dans une situation humiliante où il donne l'impression de perdre son ascendant sur les forces républicaines, d'abord à la Chambre, on verra comment le Sénat va se prononcer. Et Donald Trump a dit, finalement, c'est moi qui donne l'instruction. Je dis, il faut libérer l'information parce que aux États-Unis, c'est pas comme chez nous au Canada, il n'y a pas de discipline de parti. Des démocrates peuvent voter des fois avec des républicains avec des démocrates. On l'a vu au Sénat sur le shutdown, sur la paralysie. Exactement. Et des républicains peuvent, même si le président dit « Hey, il faut pas voter pour ce projet de vote-là », dire « Ben non, nous, on pense que c'est une bonne affaire ». Et donc, Trump a senti la soupe chaude et s'est rallié à l'évidence. Puis on peut dire que d'une certaine manière, c'est une victoire de Marjorie Taylor Greene parce que on se disait, parmi les 4 républicains qui ont décidé d'appuyer les démocrates pour aller au bout de cette pétition et forcer la main de Mike Johnson à la Chambre des représentants, c'est certainement celle qui est le plus associée à Donald Trump. Et si tu la perds, alors il l'a désavoué, l'a traité de tous les noms vendredi, a dit qu'il travaillerait même peut-être à l'élection d'une concurrente dans son comté lorsqu'il y aura l'investiture du Parti républicain. Malgré tout ça, elle a maintenu qu'elle irait jusqu'au bout, qu'elle était résolue, que l'affaire Epstein était une question de principe, qu'il n'y avait pas d'autre chose que la lumière à faire là-dessus. Elle s'est tenue debout devant Donald Trump et je dirais que ça a eu, dans les coulisses, un impact sur d'autres républicains parce qu'elle a quand même un flair. Trump en a un, mais elle a un flair. Quand elle parle, là aussi on en discutait la semaine passée, du panier d'épicerie, des enjeux de santé pour les Américains, elle dit, Donald, il faut faire attention. Et sur la question d'Epstein, elle sentait qu'il y a un enjeu auprès de la base. Elle est allée jusqu'au bout. Non, mais elle prépare la suite. Certains disent elle prépare post-Donald Trump. Là. Of course, évidemment, y compris en fin de semaine dans les excuses qu'elle a présentées sur son niveau de langage. Parce que, d'abord, elle a dit 2 choses. Elle a dit, je suis toujours derrière Donald Trump, c'est mon homme. C'est une évidence. Pour les 3 prochaines années, c'est pas mal lui qui va caler les shots. On verra les élections de mi-mandat. Mais elle a surtout dit, ce qu'il a fait vendredi, en me montrant du doigt, m'a mis en danger. Il y a eu des menaces sérieuses. Donc, qu'il se calme. Et je ne changerai pas de point de vue sur la question de... Il l'a appelé Marjorie traitor. Exactement. Et traîtresse, c'est quand tu sais ce que peuvent faire certains de ceux qui suivent le président sur ses réseaux. C'est très dangereux. Il y a eu une alerte à la bombe dans l'entreprise dont elle est peut-être encore propriétaire, parce qu'elle a déjà été businesswoman. Donc, il y a eu une alerte à la bombe. Il y a eu toutes sortes de fausses alertes à sa résidence. Et elle a dit, un instant, là, on fait attention avec le choix de mots. Et à ce sujet, quand tu parlais de suite, elle pense certainement à sa carrière et à sa carrière politique et à son avenir, et a reconnu qu'il y avait un niveau toxique de langage qu'il fallait savoir brider. Il fallait choisir ses mots. Et ça, c'est
particulièrement dans la foulée du meurtre de Charlie Kirk, mais c'est aussi une manière d'annoncer le programme. Parce que qu'est-ce qu'elle a fait comme démonstration depuis quelques semaines? Que la plus chaude des passionnariats de Donald Trump était capable de parler aux démocrates, qu'elle pouvait être raisonnable, qu'elle était capable d'entendre la base. Et elle a dit, c'est vrai que j'ai charrié par bout. Donc, peut-être autre chose que représentante, congresswoman, est-ce qu'elle a une ambition sénatoriale? Autre chose? Mais là, Stéphane, juste comme pour finir Epstein, là, qu'est-ce qu'il y a à cacher encore qui pourrait être si explosif que Trump voulait pas ça? Tu sais, juste le contenu, là, parce qu'on parle de la stratégie autour, mais est-ce qu'on va être déçu? Est-ce qu'il va rien avoir là-dedans, puis finalement, on était dans des petites... Ou ça va être total explosif, puis aux États-Unis, on rentre dans une crise politique? Non, je pense pas que ça va être total explosif. Okay. Il y a peut-être, en termes de procédure, des trucs qui peuvent être embarrassantes, des choses qui peuvent être embarrassantes, pardon. Pour Trump, j'imagine qu'il doit savoir quelque chose s'il s'est battu bec et ongle pour que ça n'arrive pas après avoir demandé le contraire pendant de longs mois. Je n'imagine pas, moi, un scandale, enfin, tout est possible, mais je n'imagine pas, surtout après qu'il se soit rallié comme il l'a fait, que ça soit quelque chose qui va mettre à mal totalement sa présidence. Puis, sincèrement, Taylor Greene a probablement de bonnes intuitions, mais depuis quelques mois, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais au mois d'août, on disait « Hey, l'affaire Epstein est remontée à la surface, ça va mordre le derrière de Trump. » Ça n'a pas eu tant de traction que ça, d'autant que l'actualité est riche aussi ailleurs. Mais tout est possible, y compris des surprises. Je ne pense pas qu'on tombe de notre fauteuil. Juste un petit mot sur ce qu'on va surveiller au Conseil de sécurité de l'ONU. On doit se prononcer aujourd'hui sur le plan de paix de Trump à Gaza. Est-ce qu'on s'attend à une force internationale dans la bande de Gaza? Israël n'est pas d'accord? Ça va être compliqué? C'est très compliqué. Ceci étant dit, Israël, au Conseil de sécurité, a l'influence qu'elle a normalement auprès des États-Unis. Or, c'est les États-Unis qui présentent leur résolution parce que c'est la suite du plan Trump. Ça va se faire à 5 heures, heure du Québec. C'est essentiel pour donner à ce que Trump a présenté une espèce d'aura de respectabilité internationale. Les pays arabes sont derrière. Israël a de sérieuses réticences parce que derrière se dessine potentiellement la reconnaissance officielle d'un État palestinien. Alors, dans le libellé de la résolution telle qu'elle va être présentée, on ne parle pas de ça, mais on parle des étapes qui pourraient y mener. Pour les États-Unis, c'est quasi révolutionnaire parce qu'ils se sont toujours en principe opposés à cette idée. La clé, c'est est-ce que les Chinois ou les Russes, qui ont un droit de veto au Conseil de sécurité, pourraient décider d'exercer leur droit de veto? Alors, si j'étais les Russes, je m'abstiendrais peut-être droit de veto dans un contexte où on essaie de garder les canaux de communication ouverts avec la Maison-Blanche. Est-ce qu'on veut vexer? Même chose pour les Chinois. S'abstenir peut-être, veto. C'est évident que les Israéliens seraient peut-être ravis que ça vienne des Chinois, puis qu'ils puissent dire « Hey, c'est totalement hors de notre contrôle, c'est triste, Donald. » Mais en même temps, c'est un pas de deux difficile parce qu'on ne veut pas, encore une fois, vexer le président, qui est, dans les circonstances, le meilleur partenaire d'Israël. Donc, c'est pas tous les jours que c'est excitant aux Nations unies, mais ça pourrait l'être à 5 heures. Pour pas vexer la soupe au lait du président américain. Hey, Stéphane, parce toujours un plaisir. Parce que de la soupe aux lèvres, il n'y a qu'un long chemin. Soupe au lait. Salut! Ciao.